coup, rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais très bien puisqu'il y a un nouveau temps fort et j'ai un invité que je suis très, très heureuse d'avoir à mes côtés. Alexandre Malf, vous devez sans doute le connaître. En tout cas, aujourd'hui, il est Chief Executive Officer de Full Life. Je l'ai bien dit ? Absolument. D'accord, on va en parler, mais on va surtout parler de médias, d'e-commerce, de gaming, le storytelling au cœur de l'expérience. Alors, ouvrez bien vos oreilles, c'est parti. On y va pour cette interview. On a à peu près 15 minutes et puis Alexandre est partant pour que vous lui posiez des questions, donc préparez-les. Alors, Alexandre, je le disais à l'instant, le thème c'est médias, e-commerce et gaming. 3 thèmes que vous souhaitiez mettre à l'honneur et sur lesquels nous allons revenir au travers de votre expérience professionnelle. Le premier, ce sont les médias. Est-ce que vous pouvez revenir sur Melty, groupe de médias dont vous avez été le cofondateur et président jusqu'en 2017 ? Et puis vous me direz aussi quelles expériences vous en avez retirées. Eh ben, avec plaisir. Donc, moi, j'ai cofondé Melty quand j'avais 15 ans, donc il y a très longtemps maintenant. Et j'ai passé 15 ans ensuite à la direction de ce groupe. Ça a été une aventure formidable. Et ce que j'ai beaucoup appris dans Melty, alors Melty, c'est un groupe de médias pour les jeunes. Et c'est aujourd'hui toujours immense. Ils sont leaders sur Snapchat et sont vus par 10 millions de visiteurs uniques par jour. Donc c'est absolument colossal toujours. Ce que j'ai beaucoup appris à Melty, c'était 2 choses. La première, c'est qu'on a été un des premiers à utiliser les données, les datas, pour être capable de comprendre quels sont les contenus qui intéressaient notre audience. On a développé une technologie qui s'appelle Shape, et cette technologie nous permettait de savoir en temps réel quels sont les sujets qui intéressaient l'audience. Et donc, ça nous a permis de produire les bons contenus pour l'audience que l'on souhaitait cibler. Et à partir du moment où on a commencé à fonctionner vraiment en se focusant à fond sur nos lecteurs, au lieu de simplement essayer de mettre en ligne, en forme, ce que nous, on avait envie de voir, ça a absolument tout changé, que ce soit les KPI ou même la manière dont le groupe ensuite a performé et a connu des super croissances. La deuxième chose qu'on a appris à Melty, qui était pareil, extrêmement intéressante, c'est qu'il n'a pas suffi juste de créer des articles d'actualité, il n'a pas juste suffi de créer des news. Ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionnait le mieux, c'est quand on était capable de créer des histoires et qu'on était capable de créer des histoires d'entertainment autour en fait, de nos propres contenus, de notre propre écosystème. Un des moments les plus cool à Melty, c'est quand on a créé un club de e-sport qui s'appelait le Melty Sport Club, où on avait nos propres joueurs, on organisait nos propres compétitions et donc on pouvait créer nos propres histoires. C'est quand on avait créé la Melty Talent House qui nous a permis d'avoir une pépinière de talents qui du coup devenaient les acteurs de nos propres séries originales. En quelle année ça ? C'était entre 2015 et 2017. Melty, ça a été le premier groupe média dans le monde à créer des real-time social series, donc des séries qui se passaient en format vertical en temps réel sur des plateformes comme Snapchat ou autres, avant même justement que les notions de Snapchat Show ou même de TikTok existent, et c'était absolument passionnant. Et ce qui était très intéressant, c'était d'un côté d'avoir un média cross-platform capable d'être présent, évidemment, avec des articles sur Google, mais également sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Snapchat, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait encore la super force de Melty, c'est d'être justement partout où sont les jeunes, mais aussi d'être capable de créer des contenus autour d'un écosystème propre et propriétaire, et de faire en sorte que ce contenu réagisse au reste de l'actualité de l'entertainment, et donc du coup d'être capable d'avoir ses propres histoires et de ne pas juste narrer les histoires des autres. Et ça a été une expérience absolument formidable. Le point d'orgue, c'était notamment les Melty Future Awards. Donc pendant 5 ans, on a organisé une remise de prix aux jeunes qui faisaient justement cette actualité, cet entertainment, qui avait lieu au Grand Rex. Donc ça créait beaucoup d'hystérie, tout le monde criait très très fort. Et c'était suivi en streaming live par 10 millions de personnes en Europe. Et c'était complètement dingue parce que ça concrétisait, ça matérialisait en vrai toutes ces histoires, toute cette communauté et toute cette passion qu'on arrivait à susciter autour de Melty et plus globalement ce qu'on appelait le Melty Universe et son écosystème. Donc c'était génial à vivre. C'était évidemment beaucoup de travail. C'était pas facile tous les jours, mais ouais, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. On en a parlé beaucoup ce matin des communautés. On a eu Chanty Bérel qui a monté son entreprise, Chanty Biscuit. La communauté, comment est-ce que vous la gériez ? Comment est-ce que vous l'engagiez finalement ? C'était le tout début, et vous verrez que dans l'expérience de Full Life, on est allé beaucoup plus loin, mais on la gérait autour d'une passion. L'idée, c'était que c'était vraiment une communauté qui était passionnée, soit par ces sujets qu'on créait, soit par les sujets qu'on relayait sur nos plateformes.
Et du coup, on se positionnait vraiment comme fan, enfin super fan parmi les fans, fan professionnel parmi les fans en quelque sorte. Et un des leviers, pareil, éditorial, qui a permis à Melty de très fortement progresser, c'est quand on a vraiment construit nos rédactions comme étant des professionnels, mais fans des mêmes passions, justement, que nos lecteurs, que notre communauté. C'est des fans qui parlaient pour des fans. Je pense que ça va vous faire marrer, enfin, j'espère, même si c'est 14 heures et vous faites probablement une sieste digestive. Mais un des trucs qui nous a fait le plus rire à Melty, c'était quand on a organisé une cellule de crise psychologique suite à certains épisodes des séries Game of Thrones. Alors, c'était évidemment ironique et pour rire, parce que évidemment personne n'était vraiment complètement traumatisé, mais on a mis en place des numéros verts avec des vrais psychologues au bout du fil qui pouvaient répondre du coup aux questions de nos communautés, qui pouvaient les appeler s'ils avaient été traumatisés par les épisodes de Game of Thrones pour pouvoir discuter. Et beaucoup l'ont fait pour se marrer. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des jeunes qui appelaient en disant bah voilà, moi je suis trop traumatisé parce qu'en fait j'aimais bien machin, comment est-ce que je peux faire, etc. Oh, les 95% des appels étaient évidemment du second degré et c'était marrant, mais ça montrait cette idée qu'on a réussi à concrétiser avec Melty, qui était de dire on est plus passionné que les fans et on respecte cette passion et on va toujours plus loin et on essaye de faire en sorte que ça se voit et que ce soit marrant. Melty, c'est toujours, mais en 2017 quand je suis parti, c'était l'entertainment sérieux. On traitait ces sujets divertissants comme si c'était les sujets les plus importants possibles au monde aujourd'hui, partant du principe qu'il y avait plein d'autres médias qui au même moment, eux, pouvaient traiter les sujets entre guillemets considérés comme vraiment importants, évidemment de manière bien plus professionnelle que ce qu'on faisait nous si on avait essayé d'y aller. D'accord. Voilà, est-ce que vous co-créiez avec eux Oui. des choses ? On a beaucoup co-créé avec d'autres médias et notamment on était souvent très sollicités pendant très sollicités notamment dans tout ce qui était élection présidentielle ou tout ce qui était sujet sociétal, puisqu'on avait jusqu'à 2 jeunes sur 3 qui venaient sur Melty chaque jour, donc ce qui était complètement 2 colossal. jeunes sur 3, c'est quand même énorme. Mais on le faisait plus comme une mission citoyenne que pour vraiment être dans la ligne éditoriale du site. C'était plus on trouvait un devoir de se dire on regroupe tellement de personnes sur cette plateforme, mettons la plateforme au service justement de la communauté pour essayer de faire les choses bien. Mais ce n'était pas notre job. Le vrai job, c'était de parler de ces sujets d'entertainment sérieusement, c'était de créer des cellules de crise quand il y a une finale de Koh-Lanta et d'essayer de savoir, entre guillemets, tout ce qui va se passer pour pouvoir donner aux gens qui sont vraiment passionnés cette espèce de petite bouffée d'oxygène qui fait que quand tu ouvres tes médias d'habitude, tu avais plein de news, entre guillemets, chiante et triste et complexe, et tu savais que si tu venais sur Melty, tu avais cette petite bulle où on allait juste parler de ce qui t'intéressait avec passion. Super, merci pour ce premier point. On aborde le second thème ? Bien sûr. Alors, le second thème, c'est l'e-commerce, parce qu'après avoir mis votre expertise dans les médias, vous la mettez au service du e-commerce, et vous êtes le directeur du Digital Monde des marques de surf Quicksilver et Roxy. Alors déjà, pourquoi cette orientation ? Eh bien, je suis parti de chez Melty en 2017, parce que ça faisait justement 15 ans que je travaillais à Melty. Et en fait, je n'avais connu que Melty, je n'avais pas encore été salarié d'un groupe, etc. Donc j'ai fait en quelque sorte une crise de la quarantaine à 30 ans. La plupart des gens travaillent dans des grands groupes jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans, et puis ils se disent j'en ai marre d'un grand groupe, je veux créer ma start-up, je veux connaître le monde entrepreneurial. Bon, moi, faites l'inverse. Voilà, j'ai fait l'inverse. Et j'ai dit littéralement, je veux maintenant travailler dans un grand groupe, je veux être salarié, je veux avoir ma cafette d'entreprise, mes RTT, je veux savoir ce que c'est que d'avoir un top manager, des équipes, et des gros budgets, parce que évidemment, je veux travailler dans un grand groupe. Et je voulais surtout pas retravailler dans les médias, parce que pareil, j'avais l'impression d'avoir bien poncé le sujet avec Melty, donc je me suis dit, il faudrait que j'essaye de faire autre chose. Et en fait, j'ai commencé à chercher un taf de manière super structurée, avec chasseur de tête, entretien d'embauche et tout le tralala. Et il faut savoir que je suis un grand fan de surf et grand fan depuis toujours de la marque Quicksilver, donc la marque de surf Quicksilver. C'était le truc que je portais quand j'étais gosse et on était d'ailleurs partenaire avec Melty de Quicksilver. Et puis un jour, je suis allé à Biarritz où j'ai de la famille et l'ancien président de Boardrider, Pierre Agnès, est venu me voir, on a discuté en 15 minutes. Il m'a convaincu de le rejoindre. Donc ça s'est vraiment fait en 15 minutes. On s'est dit, allez go, on y va. Et il m'a fait un super cadeau.
c'est qu'il m'a permis d'être dans 2 équipes différentes au même moment. En fait je m'occupais du digital de Quicksilver et du digital de Roxy. Mais il faut savoir que dans le groupe Boardrider, qui est la structure du coup qui possède ces entités, en fait, c'est 2 équipes différentes, 2 marques différentes, avec la même structure, les mêmes budgets, mais évidemment des cibles différentes. Et j'ai appris énormément, puisque j'ai appris comment est-ce qu'on pouvait mettre du coup des histoires en forme au service du e-commerce. À Melty, le but du jeu, c'était de créer des histoires pour que les gens voient des articles ou regardent des vidéos. Ce qui était passionnant à Quicksilver, c'est qu'on a pu reprendre ce qu'on faisait, cette narration sociale, cette narration par des passionnés pour des passionnés, et ces personnages, sauf qu'au lieu d'avoir des influenceurs, des créateurs, les personnages, c'était les riders, les surfeurs, les champions du monde des différentes équipes. Au lieu de créer nos propres maisons, nos propres trucs virtuels, du coup, les lieux, c'était les différentes plages, les différentes montagnes, les spots de surf. Et surtout, ces histoires-là, elles étaient là pour pas juste créer du trafic, pas juste créer des vues, mais pour, en quelque sorte, servir de faire valoir aux produits, aux vêtements, aux équipements que Quicksilver et Roxy proposent, tout en aidant à la transformation des marques, ou en passant, par exemple, d'une marque Roxy qui était très féminine, girly, à une marque Roxy beaucoup plus mûre, avec des baselines beaucoup plus fortes, type Make Wave with Mountain, où il y a vraiment cette logique de mettre en avant des femmes fortes et de montrer que c'est une marque de battante et pas juste entre guillemets de petites filles. Donc tout ça, c'était passionnant. Et ce qui était génial, c'est le fait de pouvoir faire Quicksilver et Roxy en même temps. Ça m'a permis pendant ces 3 années de vivre de 2 manières différentes. Par exemple, ce que pouvait donner une décision qui venait de notre top management sur des équipes ou quelle pouvait être l'efficacité, par exemple, de ce que j'allais mettre en place si je faisais exactement la même structure, mais par exemple avec 2 modes de management différentes ou avec 2 choses différentes. Et donc j'ai connu dans ces 2 marques à la fois des choses extraordinaires et en parallèle absolument catastrophiques, et à la fois des choses catastrophiques et absolument extraordinaires. Et j'y ai beaucoup appris. Et je me suis rendu compte du coup qu'à Melty, j'étais je me permets, mais un vrai connard. pas parce que j'étais méchant, c'était pas ça, j'étais juste innocent, mais j'étais surtout un gosse qui avait juste envie de faire ce projet Melty. Et pour moi, l'entreprise et les gens qui y travaillaient n'étaient, entre guillemets, que des outils, des conséquences pour arriver à construire ce projet. Et donc, je me suis rendu compte à quel point, dans mon management à Melty, j'avais pu être blessant, ou j'avais pu être maladroit, ou en tout cas, j'avais fait des choses que si je pouvais les refaire aujourd'hui, je ne les ferais pas parce que... Différemment. Voilà, grâce à Quicksilver, grâce à Roxy, j'ai vu qu'en tant que directeur général, qu'en tant que président de ces groupes, tu peux faire de bien, tu peux faire de mal. J'ai vu à quel point, au fond, les soft skills sont importants dans la gestion d'une boîte et dans l'animation d'une équipe. Ce qu'honnêtement, j'ignorais vraiment quand j'ai construit Melty. Moi, j'étais juste lycéen, puis ingénieur informatique. Vous avez fait un grand plongeon, finalement, directement aussi. Donc, Ça s'est fait de manière empirique. Ça s'est vraiment fait petit à petit. Melty, ça a vraiment commencé dans ma chambre comme un site perso que j'hébergeais chez Marc Simoncini, chez Chez.com. oui. Et finalement, Marc a fini par investir dans Melty en 2015. Et on a ouvert à un moment, on était présent, pour donner une idée, dans 7 langues avec 14 sites. C'était complètement dingue. Et je ne dis pas que ça m'est tombé dessus, mais tout s'est fait de manière vraiment un pas après l'autre, une brique après l'autre. Ouais, et je ne me rendais pas compte de ça. Dans cette, voilà. Pas dans cette spirale, mais presque, en fait, de business. Et c'était passionnant. Florissant. Oui, c'était absolument passionnant. Et du coup, quand j'avais dit que je faisais 3 ans chez Quick et Roxy... Et donc, vous étiez fixé, vous avez dit, je fais 3 ans. Oui, parce que je ne voulais pas tomber dans la facilité, pour le coup, de se dire... je me mets à la retraite. En fait, c'est assez facile. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que dans un grand groupe, c'est finalement assez facile, si on souhaite, d'oublier une démarche intra-entrepreneur et de se laisser porter. Et ça peut vite devenir confortable, entre guillemets, puisque finalement, dans un cycle normal, on va passer une année à analyser ce qui se passe, et puis à construire un projet, une année à construire le projet, et puis la dernière année, ça va être de l'optimisation du farming. Et c'est assez facile ensuite, une fois que ce travail a été fait, de se laisser porter par la vague, sans mauvais jeu de mots, sans aller chercher quelque chose d'autre. Et ne serait-ce parce que ces structures sont tellement énormes
que souvent, pour passer aux étapes d'après de la construction digitale, ça nécessite des cycles beaucoup plus profonds, avec moins de quick win et surtout un plus gros chamboulement de la structure ou de l'organisation. D'accord. Et après, ensuite, une nouvelle étape, Exactement. puisque vous avez eu l'idée de créer Full Life. Alors, avec Full Life, vous proposez une nouvelle expérience client, où vous appuyez beaucoup sur votre communauté. C'est pour ça que je vous posais tout à l'heure la question de savoir quel était l'enjeu de la communauté déjà chez Melty. Et vous incarnez des valeurs au travers desquelles vos clients et votre communauté se reconnaissent. Eh bien, Full Life, c'est finalement vraiment le mélange entre ce que j'ai appris chez Quicksilver et ce que j'ai appris chez Melty. On est parti du coup d'un constat super simple. Il y a des marques de vêtements lifestyle qui existent pour toutes les passions et pour tous les sports. Genre North Face pour l'escalade, Quicksilver pour le surf, Jordan pour le basket, sauf pour le gaming et le e-sport. Or, c'est un sport, c'est une passion qui, rien qu'en France, par exemple, touche 63% des Français, avec des taux de pénétration sur cible complètement dingues qui vont au-delà des 99% entre les 15-30 ans. Et pourtant, il n'y avait pas de marque de vêtements qui vraiment s'adressait à cette cible et permettait du coup à ces passionnés de revendiquer leur lifestyle, comme un jour, typiquement, Quicksilver a permis aux surfeurs de revendiquer leur lifestyle. Et comme ce lifestyle autour du surf a fini par transcender les côtes et à se retrouver évidemment dans toutes les grandes cités, dans toutes les grandes capitales du monde. On est persuadé qu'on est à ce moment de la révolution où le gaming, pour ma génération, c'était quelque chose qui n'était pas cool, parce que tu étais catalogué comme un no-life qui mangeait des pizzas dans ta cave. Et aujourd'hui, concrètement, le gaming, et plus spécifiquement le e-sport, ça devient extraordinairement tendance. C'est des stades entiers qui sont remplis avec des e-sportifs sur des tournois comme League of Legends ou Overwatch. C'est des jeunes e-sportifs, justement, qui deviennent des superstars et qui gagnent des prize money complètement délirants. Et surtout, c'est des joueurs qui aujourd'hui partent de Twitch pour inonder les YouTube, TikTok, Snapchat, deviennent les nouveaux influenceurs, les nouveaux créateurs de contenu superstars et arrivent à créer du coup ce mouvement, ce lifestyle autour du gaming. Donc on a créé Full Life, qui est une gameswear company, qui est une marque de vêtements qui permet justement à tous les joueurs d'exprimer leur passion avec des vêtements de qualité, éco-conçus et surtout une expérience. Et c'est là où on est allé plus loin, toujours dans cette logique de vraiment créer quelque chose qui fédère la communauté. On s'était dit qu'on ne pouvait pas juste créer des vêtements, donc on a créé Full Life comme un jeu vidéo. Et donc on est la première marque au monde qui a un lore, c'est-à-dire en fait un background, exactement comme le lore du Seigneur des Anneaux ou le lore de Star Wars ou le lore de Dune. Il faut savoir qu'en fait dans la réalité, enfin, en tout cas dans la réalité virtuelle, le lore, les vêtements de Full Life ne sont pas créés dans le monde réel, mais sont créés dans un monde virtuel, un petit peu comme si on était dans la matrice, tu vois. Et en fait, ce monde virtuel s'appelle évidemment le Full Life Univers, et en fait, les produits sont créés à l'intérieur de ce monde virtuel et sont matérialisés dans la vraie vie via un système qui s'appelle le Full Life Capsule Transportation, et qui, du coup, matérialise ces produits du monde virtuel vers chez vous. Et donc, on a créé tout un univers où on a des produits qu'on ne peut pas acheter. Alors, vous allez me dire, faire un site e-commerce avec des produits qu'on ne peut pas acheter, c'est stupide. Oui. On a des produits rares, et en fait, pour pouvoir les acheter, il faut faire des quêtes avant. On a des produits légendaires. Pour pouvoir les acheter, il faut d'abord devenir maître d'une des philosophies, c'est-à-dire gagner des points de compétence. Et enfin, on a des produits qui sont des artefacts qui sont tellement compliqués à débloquer et rares que sur le principe, ils sont offerts dans des cadres tellement c'est difficile à avoir. Et chacun de ces produits a une histoire, chacun de ces produits a un background. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est finalement les produits qu'on vend le plus. Et on vend plus facilement des produits où il faut passer 30 minutes à se creuser la tête en se disant « mais comment je fais pour pouvoir l'acheter ?» Parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un background, parce qu'il y a tout un contexte, que nos produits qu'on appelle communs, où en fait, il suffit juste de mettre ta carte bleue pour pouvoir l'acheter. Et on a créé une monnaie virtuelle qui s'appelle les FL Coins, que tu peux gagner en récompense quand tu participes à des quêtes, comme dans un jeu vidéo. Cette monnaie virtuelle, du coup, te permet soit d'avoir des discounts, soit carrément d'avoir des produits qui te sont totalement offerts. Et enfin, on a développé un packaging avec nos partenaires Smurfit, complètement inédit, qui est un packaging en forme de capsule et qui vient continuer de raconter cette histoire de Full Life dans la vraie vie. Et tout est fait, en fait, pour que l'expérience, du site internet jusqu'aux produits, aux t-shirts, aux hoodies que vous allez recevoir chez vous, soit complètement immersive, soit complètement intégrée, raconte des histoires. On a caché du coup partout ce qu'on appelle des petits easter eggs, qui sont des petites dédicaces, des petites références au monde de Full Life ou au monde du gaming.
Et on essaye vraiment d'aller toujours plus loin. Un truc qui m'a énormément inspiré, c'est ce que Disney fait. Ils ont une phrase, nos amis de chez Disney ou Disneyland, qui s'appelle Bumping the Lamp. Parce qu'il y a quelques années, dans un film qui s'appelle Qui veut la peau de Roger Rabbit, ils ont fait une scène, et sur cette scène, on a le lapin qui tape une lampe, et du coup, la lampe bouge. Et ils ont choisi de passer un mois entier à animer toutes les ombres en fait, de la scène, pour justement aller toujours plus loin et être toujours dans cette logique de dire si quelqu'un regarde le moins de détails, il se dit « Oh mon Dieu, ils y ont pensé ». Et donc c'est ce qu'on essaye de réaliser avec Full Life. Si vous vous baladez sur nos sites, si vous testez du coup nos capsules, nos produits, vous verrez qu'à chaque fois, dans le polybag, dans le packaging, dans l'histoire, dans les mails que vous recevez, on essaye d'être dans les produits que vous allez porter, parce qu'il y a des easter eggs dans les produits, on essaye d'aller toujours plus loin pour que tout le temps vous disiez mais toujours plus, ils y seront allés, quoi. Voilà. On s'amuse bien. On rentre complètement dans ce côté immersif, en tout cas vous le racontez très bien. Alexandre, ce que je vous propose, parce qu'il nous reste 2 minutes, c'est tout de suite, pourquoi pas, que vous posiez vos questions. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions à poser à Alexandre? Alors je vois que la main se lève. Est-ce qu'on peut amener un micro, s'il vous plaît? Je vois une main qui se lève juste ici. Voilà, allez-y, levez-vous s'il vous plaît et présentez-vous et posez votre question. Bonjour, donc je m'appelle Dorian, je suis étudiant et déjà je connaissais Melty parce que je suis un gamer et je regardais tout ça et j'associe énormément tout le parcours de Melty avec l'e-sport à ce que Kameto est en train de faire avec la Kameto Cohort et je me demandais l'utilisation des médias comme ça, justement Twitch et à l'époque Melty. Est-ce que ça aiderait pas beaucoup plus de shops comme ça liés au gaming à évoluer et à être beaucoup plus présents? Absolument, absolument, totalement. Et pas qu'au gaming. Enfin, Twitch probablement pour les gamers, mais je pense que ce qu'on est en train de montrer avec Full Life aujourd'hui, c'est que si tu racontes des histoires et si tu as des plateformes qui permettent de raconter des histoires, en gros, ça performe bien. Alors évidemment, quand tu t'adresses aux joueurs, aux gamers, Twitch, c'est absolument parfait. Mais tu peux faire évidemment la même chose sur d'autres plateformes. Le plus important, je pense, c'est vraiment de créer ces histoires et d'être dans une logique... Enfin, en tout cas, pour parler à une communauté, c'est de créer une histoire, être dans une logique immersive et vraiment être un passionné qui parle à des passionnés pour toujours aller plus loin. Et je crois que c'est vraiment ce truc-là qui marche. Ce que fait la K-Corp aujourd'hui est évidemment admirable. Justement parce que c'est des passionnés qui parlent à des passionnés et que c'est des super storytellers. En fait, ils racontent des histoires. Le fait d'avoir du coup Kameto sur tous les plateaux, si tu veux, qui est en train de commenter son équipe pendant que les gens sont en train de jouer, ça contribue énormément à tout ça. Donc, ça fait partie du succès, évidemment. Merci. Merci beaucoup. On fait signe qu'on est un peu pris par le temps, mais Alexandre est là. Et si vous voulez bien, Alexandre, on poursuit les échanges en dehors de la scène. Avec grand plaisir. Une autre question que je n'avais pas vue en fait. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Alexandre de votre présence. Merci pour cette transparence aussi. C'est très rare d'avoir un discours comme le vôtre et c'est très agréable en tout cas d'avoir pu partager votre expérience. Et puis je vous invite à venir poser vos questions à Alexandre Malch à la sortie de la scène. Merci beaucoup. Merci.